Une ville, un pays, deux systèmes. Ou du moins, c'était l'argument de vente. Après 156 ans sous gestion britannique, Hong Kong a été rétrocédé à la Chine en 1997 avec un accord d'autonomie de 50 ans. Nous ne sommes qu'à mi-chemin et d'une manière ou d'une autre, la garantie a déjà expiré. Voyons comment cela s'est produit. Mai 1839 à Canton, aujourd'hui Guangzhou. La Chine ordonne au chef du commerce britannique, Charles Elliot, de remettre sa réserve d'opium. Non pas pour cette raison. Ils vont le brûler, c'est compréhensible. Londres en avait assez de saigner de l'argent pour le thé et la soie. Alors ils ont élaboré un plan, devenir des trafiquants de drogue polis. La Chine est restée indifférente et a répondu par la force, utilisant ses canonnières. C'est comme si la Drug Enforcement Administration demandait à un cartel d'arrêter, et que le cartel répondait « Non, on va envahir à la place ». Au lieu de ça, les Britanniques ont choisi la confrontation. Enfin, avec des canons, 2 navires de la Royal Navy contre 29 navires chinois. Le résultat ? Ce ne fut pas une bataille, mais une démolition. La Chine était riche, mais ses armes étaient d'un autre âge. L'industrialisation avait quitté le pays, cela se voyait. Lorsque les Britanniques ont exigé Hong Kong en 1841, l'amiral Kouan Ti ne pouvait pas refuser. Le traité de Nankin l'a officialisé. Une prise de contrôle hostile façon entreprise, mais avec des uniformes plus élégants. Puis arriva la seconde guerre de l'opium, plus sanglante et encore plus humiliante. À Palikot, 50 000 soldats chinois ont chargé directement sous le feu britannique et français. 2 Britanniques sont morts. Les autres ont célébré en incendiant le palais d'été de l'empereur. Parce que rien ne dit victoire comme un incendie criminel. En 1898, la Chine avait cédé Kowloon et les nouveaux territoires, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle ne pouvait toujours pas faire grand-chose d'autre. C'était une négociation sous la menace d'un canon, une humiliation pour la Chine. C'est toujours le cas. Vous avez entendu parler du siècle d'humiliation ? Pékin pense que tout a commencé ici. Cette époque a officiellement pris fin avec l'arrivée au pouvoir du Parti communiste. Problème réglé ! Pas vraiment. Ça ne s'est pas produit à Hong Kong, qui était toujours une colonie britannique. Alors que le reste de la Chine découvrait la révolution, Hong Kong apprenait qu'on ne met pas de lait dans le thé Earl Grey. Aujourd'hui, Hong Kong pèse environ 2% de l'économie chinoise. Cela peut sembler minuscule, mais ne vous laissez pas tromper par ce chiffre. Hong Kong a une influence bien supérieure à son poids. Près de 600 milliards de dollars d'échanges par an passent entre Hong Kong et la Chine continentale. C'est un des principaux centres financiers d'Asie. Elle possède même sa propre monnaie et une bourse, la 5e plus grande du monde en termes de capitalisation boursière. Pas mal pour une ville qui, techniquement, ne se gouverne même pas elle-même. Et voici l'une des grandes ironies. Hong Kong était passée sous domination britannique par des moyens très douteux, mais elle en a beaucoup profité. La Grande-Bretagne n'était pas juste un empire, mais l'empire, l'ancêtre du commerce mondial. Hong Kong était l'un de ses ports. Il a déplacé des montagnes de marchandises et encore plus d'argent. Mais il ne commerçait pas seulement avec la Grande-Bretagne. Il a commencé à agir comme la Grande-Bretagne. L'accent se renforçait chaque année, et la nourriture restait sûrement aussi mauvaise. Elle est devenue un port franc, accueillant des banques et des institutions de style occidental. Ils ont fait du profit un art. Les Britanniques intervenaient à peine, en partie parce qu'ils croyaient au marché libre, mais surtout parce qu'ils n'en avaient rien à faire. Cette tradition a survécu à l'Empire. En 2012, année bientôt marquante, la Heritage Foundation a désigné Hong Kong comme l'économie la plus libre du monde pour la 18e fois consécutive. Impressionnant, vraiment, si l'on considère qu'elle n'a jamais été vraiment libre, juste temporairement sans surveillance. C'est exact. Un groupe de réflexion conservateur à Washington District de Columbia faisait l'éloge d'un territoire de la Chine communiste pour être une économie plus libre que les États-Unis. Hong Kong dominait les classements en matière de commerce financier et de liberté des affaires. C'était en gros un paradis pour l'argent. Peut-être pas, sauf si vous possédez la moitié de la ligne d'horizon. Et les différences culturelles. La Heritage Foundation a également salué le cadre juridique de haute qualité de Hong Kong et sa faible tolérance envers la corruption. C'est comme si un think tank de Washington me traitait de modeste, venant d'une Kardashian. Techniquement, c'est un compliment. Mais c'est quand même un peu bizarre. Le rapport a encensé Hong Kong. La stabilité de la réglementation et le climat favorable aux investisseurs, c'est le genre d'environnement commercial qui attire l'attention des milliardaires. Et ce n'était pas de la chance, c'était un héritage. En tant que partie de l'Empire britannique,
Hong Kong a adopté le système juridique britannique, la common law, le système qui a apporté au monde l'équité, la procédure régulière et environ 3000 types différents de perruques. Contrairement à l'ancien système impérial chinois, il semblait moderne, structuré, presque civilisé, comme une salle d'audience face à une crise de colère royale. L'éducation a décollé, surtout entre 1887 et 1889. C'était grâce au secrétaire colonial Frederick Stuart. Il a voulu que Hong Kong ait des écoles plus proches d'Oxford que de la dynastie Qing. Les ironies ne s'arrêtent pas là. L'endroit pris par la force par les Britanniques est devenu un refuge où les gens se sont souvent abrités. Hong Kong a accueilli des immigrants venus du continent, et le continent n'a cessé de donner aux gens des raisons de partir. Famine, troubles, parfois une crise d'identité digne d'une dynastie, alors ils sont venus. Parce que, qui ne l'aurait pas fait ? Ces réfugiés ont afflué après la chute de la dynastie Qing en 1912, ainsi que durant la guerre civile. Mais le grand bond, en avant de Mao, ce n'était pas un bond, c'était un échec total. Des millions de personnes ont atterri à Hong Kong. Le parti communiste aime dire que Mao a mis fin au siècle d'humiliation de la Chine. Mais n'y croyez pas, il en a simplement commencé un nouveau. Son règne a été plus destructeur que tout ce qui s'est passé entre 1839 et 1949. La rébellion des Taiping a fait des dizaines de millions de morts. C'est peu en comparaison. Mao a surpassé tous les dictateurs de l'histoire, personne ne connaît le chiffre réel. La meilleure estimation, 45 millions. Pas par la guerre, mais par la gestion. Oh, si vous aimez ces grands tours de géographie, n'oubliez pas de vous abonner. J'ai passé beaucoup trop d'heures à regarder des cartes pour ne pas mériter au moins un petit clic de pitié. Bref, où en étais-je ? Oh, Mao, c'est ça. La meilleure chose qui soit jamais arrivée à la Chine, du moins selon Mao. Son grand bond en avant promettait de faire entrer la Chine dans l'ère industrielle. De grands mots, de grands rêves. Le résultat ? L'une des pires famines jamais enregistrées. C'était une famine. Principalement causée par l'homme, elle mériterait une marque déposée. 1 à 2 millions de morts en plus. Pendant la révolution culturelle des années 1960, Mao a estimé qu'une vérification de loyauté était nécessaire. Il était temps de prouver son amour pour le socialisme en purgeant les éléments capitalistes. Parce que rien n'exprime la dévotion comme l'humiliation publique et le chaos de masse. La méthode la plus simple, dénoncer voisins, professeurs ou parents, toute personne paraissant trop à l'aise. Des millions ont été forcés à des séances de lutte. De quoi s'agit-il ? C'est en partie un rassemblement politique, en partie un passage à tabac par la foule, en partie une séance de thérapie dirigée par un sadique. C'était une psychothérapie de masse, où le thérapeute cherchait à détruire votre vie. Mais au milieu de tout ça, Hong Kong. Environ 2 millions de personnes ont fui la Chine continentale. La colonie britannique semblait préférable au chaos de Mao, et d'une certaine manière, tout le monde y a gagné. Les réfugiés ont trouvé la sécurité, et Hong Kong s'est réinventé. Usines, finances, transport maritime. Le désespoir est devenu plan économique. C'était de la survie, avec un meilleur marketing. Après la Seconde Guerre mondiale, Hong Kong a connu une véritable transformation. Les immigrés de Shanghai ont lancé le mouvement. Dans les années 1950, la ville est devenue un centre du textile. Dans les années 1960, elle s'est tournée vers l'électronique et le plastique. À Hong Kong, il fallait brancher, emballer ou fondre. Mais la Grande-Bretagne surveillait l'heure. L'Empire rétrécissait rapidement, et personne n'aime être le dernier à la fête impériale. Après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des colonies étaient déjà devenues indépendantes. Dans les années 1980, Londres faisait face à l'expiration prochaine du bail de 99 ans sur les nouveaux territoires de Hong Kong. Pendant ce temps, la Chine avait changé. Mao était parti. Deng Xiaoping avait ouvert les portes au capitalisme. Juste assez pour laisser entrer l'argent. Alors, en 1984, Margaret Thatcher a signé la déclaration conjointe sino-britannique, un accord qui disait « Vous pouvez la récupérer, mais ne la gâchez pas ». Aucune information sur le fait qu'elle l'aurait fait jurer sur le petit doigt. Londres a accepté de tout remettre. Les nouveaux territoires, l'île de Hong Kong, Kowloon, même les parties qu'elle possédait réellement. Ça semblait généreux. Ça ne l'était pas. Il y avait un piège. Il y a toujours un piège quand un empire est impliqué. L'accord était simple. Hong Kong deviendrait une région administrative spéciale, intégrée à la Chine, mais pas totalement. Un pays, 2 systèmes. Quelle meilleure unité que des règles différentes ? Pas de socialisme à Hong Kong, disait-il. Le capitalisme resterait, les lois, les libertés, le mode de vie. Tout cela resterait pendant 50 ans. Une promesse audacieuse de la part de 2 gouvernements qui n'étaient pas vraiment réputés pour les tenir. Jusqu'ici, tout va bien.
Sauf que la déclaration conjointe n'a jamais promis la démocratie. Pas une seule ligne. Mais les responsables britanniques affirmaient qu'ils comprenaient que cela irait dans cette direction. Une supposition audacieuse. Ils négociaient avec un gouvernement qui censure toujours Winnie l'ourson. Mais les contradictions étaient évidentes bien avant la rétrocession. En mai 1989, 1 million de personnes à Hong Kong ont défilé pour la démocratie. La leur et celle de la Chine. Ils ont collecté de l'argent, envoyé des fournitures et des tentes, pensant que rien ne pouvait mal tourner. Puis les chars sont arrivés. L'opération Oiseau Jaune a commencé. Un réseau de contrebande qui a fait ce que les gouvernements du monde refusaient d'aider. Hong Kong. Des hommes d'affaires comme Zetu Hua n'achetaient plus de tentes. Ils achetaient la liberté. Les leaders des manifestations hors de Chine. Un par un. La Grande-Bretagne a aidé, non par bonté, mais avec le Military Intelligence, SIX. Rien n'évoque l'aide humanitaire comme une agence d'espionnage. L'opération Yellowbird a sauvé plus de 400 personnes figurant sur la liste des personnes les plus recherchées de Pékin. Hong Kong était un refuge. Encore une fois, la ville servait de filet de sécurité. Quand la Chine a chuté, les jours de refuge étaient comptés. Jiang Zemin contrôlait la Chine et a fait visiter le Grand Palais du Peuple à un envoyé britannique. Il a montré la place Tiananmen, les tentes payées avec l'argent de Hong Kong, et il s'est plaint comme si la Chine était la victime ici. Londres a suivi, la Chine connaissait une croissance rapide, et la Grande-Bretagne ne voulait pas être exclue des bénéfices. Alors elle a joué le jeu. Le 30 juin 1997, avec le prince Charles ayant l'air poliment mal à l'aise, Hong Kong a été rétrocédé à la Chine. La cérémonie a été diffusée mondialement à la télévision, marquant la fin d'un empire, sous-titres inclus. Le futur roi l'a évoqué dans son journal intime. Évidemment. Il espérait que Martin Lee resterait hors de prison, mais même Charles pouvait le sentir. La corruption montait. L'état de droit faisait silencieusement ses valises. Pour l'instant, tout allait bien. Martin Lee n'avait pas encore été arrêté, mais un signe annonçait déjà ce qui allait arriver. Il y en a toujours un. C'est juste que personne ne les reconnaît. Quelques heures après la cérémonie, l'armée populaire de libération de la Chine a défilé dans les rues de Hong Kong. Rien ne dit, transition en douceur, comme des chars dans votre rétroviseur. Mais pendant quelques années, Pékin a surtout joué le jeu. Puis est venue la loi fondamentale, des promesses de démocratie, de suffrage universel, de liberté d'expression, de liberté de religion. Même le droit international des droits de l'homme y figurait. Tous les bons mots. Pendant un moment, cela semblait réel, mais les promesses ne sont jamais arrivées. Elles ne sont toujours pas arrivées. C'est pourquoi les habitants de Hong Kong auraient souhaité que les Britanniques soient restés. Pékin aurait préféré utiliser une déchiqueteuse. Dès que les Britanniques se sont partis, les protestations ont commencé. Chaque 1er juillet, les Hongkongais manifestaient. Le Front civil des droits de l'homme a réclamé la démocratie, la liberté d'expression et les droits des minorités. Ces choses que vous demandez alors que votre gouvernement affirme que vous les possédez déjà. Les manifestants ont commencé, peu nombreux, l'espoir persistait encore. Peut-être que la Chine changerait, se moderniserait, rattraperait son retard. En 1997, une personne sur 5 se disait chinoise, contre 1 sur 3 en 2007. Du progrès, apparemment. Puis est arrivée l'année 2019. Seulement 11% se considéraient encore comme chinois. Les autres, simplement hongkongais. 71% déclaraient ne pas être fiers d'être citoyens chinois. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. C'était prévisible depuis longtemps. Le calme après 1997 n'a jamais duré. Hong Kong ne connaît que des pauses entre deux tempêtes. Il n'a fallu que 6 ans pour que les fissures apparaissent. La Chine continentale et Hong Kong, même pays, mais des planètes différentes. Les manifestations du 1er juillet allaient exploser. Un demi-million de personnes dans la rue. En 2003, la question était une loi anti-subversion proposée. Elle interdisait les groupes subversifs, élargissait les pouvoirs de la police et protégeait les secrets d'État. En Chine, cela pouvait signifier n'importe quoi. Les manifestations ont duré tout l'été. Hong Kong a obtenu le départ de Regina Ip, la chef de la sécurité que tout le monde adorait détester. Elle a été renvoyée. Tung Chee-hwa, chef de l'exécutif, a abandonné le projet de loi. Le peuple avait gagné. Le système ne faisait finalement que reprendre son souffle. La Chine possède une assemblée législative, mais elle n'est pas démocratiquement élue. La plupart des candidats au comité permanent de l'Assemblée nationale populaire n'ont rien à voir avec le peuple. En théorie, c'est une élection. En pratique, le parti établit la liste des invités. Tout le monde sourit poliment. Mais en 2007, il a fait quelque chose d'inattendu. Il a fait semblant de se soucier de la démocratie. 4 ans après sa dernière catastrophe,
le comité permanent a fait une grande annonce. Hong Kong aurait une élection démocratique pour son chef de l'exécutif au suffrage universel. Mais pas en 2012-2017. Du progrès, en quelque sorte. 2012 comptait quand même. Le titre de l'économie la plus libre du monde n'était plus qu'une relique, et Si Weilong est entré en fonction. À l'ancienne. Il a été choisi par un comité électoral de près de 1200 membres eux-mêmes, sélectionnés par environ 6% des électeurs. C'était de la démocratie, mais seulement si l'on plissait très fort les yeux. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il donne un aperçu du futur. Le gouvernement a lancé un plan d'éducation patriotique. Ce sont des cours obligatoires pour toi et moi. Qu'est-ce que cela impliquait ? Eh bien, le parti communiste était parfait. La démocratie, pas tellement. Des dizaines de milliers d'étudiants ont rempli les rues. Joshua Wong, l'un de leurs leaders, âgé de 15 ans, a entamé une grève de la faim. Son nom réapparaîtra plus tard. Le peuple de Hong Kong a gagné cette fois. Si Weilong a dû reculer. Il a donc reculé, annulé un voyage à la coopération économique Asie-Pacifique et abandonné le programme scolaire. Il s'avère que rien n'effraie plus vite un gouvernement que des étudiants qui savent lire. Mais les choses étaient sur le point de changer sur le continent. Quelqu'un surveillait la situation de très près. 2 mois après la mobilisation des étudiants de Hong Kong, la Chine avait un nouveau dirigeant, Xi Jinping. En apparence, tout aurait dû bien se passer. Xi a eu une enfance difficile. Son père était un haut responsable du parti communiste, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Il a été victime d'une purge. Pas le film, celle de la révolution culturelle. Xi a passé sa jeunesse dans un camp de travail, à creuser des fossés et apparemment à tirer toutes les mauvaises leçons. Et c'est plutôt de distribuer des journaux, moins d'idéologie, plus d'argent de poche. Après avoir pris le pouvoir, Xi n'a pas supprimé l'oppression. Il l'a amplifiée à l'extrême. Il a écrasé la dissidence, muselé Internet et transformé la Chine en un état de surveillance. Pas un état de surveillance ordinaire, mais le plus grand, 494 caméras pour 1000 habitants. Hyderabad, en Inde, arrive en 2e position avec 79. Ce n'est pas Big Brother qui vous surveille, c'est le grand frère de Big Brother. À peine 4 mois après l'arrivée au pouvoir de Xi, Pékin testait déjà les limites. Le législateur a réinterprété son ancienne promesse de démocratie. Quand les politiciens commencent à mettre des guillemets dans leur politique, c'est mauvais signe. Chao Xiaoyang, le président du comité juridique, a promis le suffrage universel, mais seulement pour les candidats qui aiment le pays et aiment Hong Kong. Ce qui semble romantique. Puis on se rend compte que la relation est abusive. Les Hongkongais n'y ont pas cru. Ils avaient déjà vu ce film. Les groupes pro-démocratie avaient une solution. Si le parti communiste ne les laissait pas voter, ils organiseraient leur propre élection. Un scrutin de 10 jours à la fin juin 2014. La question, comment le prochain dirigeant de Hong Kong devrait-il être choisi ? Plus de 760 000 personnes ont participé. Résultat, les habitants de Hong Kong voulaient une vraie démocratie et des élections libres, et ils le pensaient vraiment. Le 1er juillet, plus d'un demi-million de personnes ont manifesté, un symbole plus fort que le vote. Pékin a qualifié l'élection de farce illégale, ce qui est ironique venant d'un État à parti unique. Ils avaient leur propre plan, et ils n'ont pas perdu de temps pour les dévoiler. Le 31 août 2014, la plus haute instance législative du Parti communiste a confirmé le plan. Hong Kong pouvait choisir entre 2 ou 3 candidats, tous devant d'abord être approuvés par un comité de 1200 membres. C'était donc une démocratie avec un astérisque. Pékin a affirmé respecter la loi fondamentale, suffrage universel, mais pas un choix illimité. Une petite distinction et une faille assez large pour y faire passer un char d'assaut. La tempête se préparait. Les plus avisés à Hong Kong ouvraient déjà leur parapluie. Quand cela a frappé le 22 septembre, cela n'a pas apporté de pluie. À la place, un typhon de rubans jaunes et de colère a déferlé. Des étudiants de 20 universités sont descendus dans la rue. Des rubans jaunes étaient partout, aux poignets, sur les chemises, sacs à dos. Leur protestation a commencé par un boycott des cours, toujours un geste audacieux pour faire passer l'absentéisme scolaire pour une stratégie politique. Mais ce n'était que le début. Des leaders comme Alex Chow et Yvonne Lung ont dit que c'était un point de transition. Des bandeaux rouges allèrent bientôt s'ajouter aux rubans sur les yeux. Symbolique, mais aussi utile quand le gouvernement fait semblant de ne pas vous voir. Le lendemain, le boycott a gagné Tamar Park, au centre du quartier d'affaires de Hong Kong. Scolarisme s'est joint au mouvement, mené par Joshua Wong et Agnes Chow, tous deux portant des bandeaux sur les yeux. Et puis,
Le 28 septembre, tout a mal tourné. Mais le moment qui a donné son nom au mouvement. Occupons le centre avec amour et paix. Une manifestation avec le slogan le plus gentil qu'on puisse imaginer, au pire moment possible. 80 000 manifestants ont affronté la police de Hong Kong devant les bureaux du gouvernement central. La police a utilisé du gaz poivré, les manifestants des parapluies, un geste audacieux, mais le symbole est bon resté. De simples parapluies sont devenus des symboles de défi, colorés, fragiles, omniprésents. Ils occupèrent les ponts, les places, faisant de la ville une galerie de résistance. Début octobre, les principaux quartiers de Hong Kong étaient occupés. Le monde avait son image, la liberté mais sous parapluie. Mais cette fois, Si Weilong n'allait pas reculer. Xi Jinping observait. Les autorités de Hong Kong ont promis d'agir et la police a renforcé ses moyens. Ils sont passés du gaz poivré au lacrymogène. C'était la première fois qu'ils y avaient eu recours depuis 2005, leur première utilisation depuis 2005. Et ce ne serait pas la dernière. La ville s'est divisée. Les manifestants se sont affrontés avec des groupes pro-Pékin à Mongkok et Causeway Bay. L'occupation a duré jusqu'en décembre, le plus long face-à-face de Hong Kong. Tout cela à cause de la signification d'un seul mot, autonome. Le 18 avril, 2 jours avant la fin de tout cela, Martin Lee a été arrêté. Rayant le seul point qui hantait encore le journal du prince Charles, le mouvement des parapluies a revendiqué une victoire partielle. Le plan Aimer le pays, Aimer Hong Kong, de Chao Jiaoyang a échoué l'année suivante. On ne peut pas légiférer l'amour, même en Chine. Or, rien n'a changé. Les manifestants ont bloqué le faux plan de démocratie de Pékin. Mais le système n'a pas changé. L'élection de 2017 s'est déroulée comme d'habitude. Un comité restreint de loyalistes a désigné Carrie Lam, qui a vite montré que la popularité n'était pas exigée pour ce poste. Xi Jinping a répondu par sa propre déclaration. Toute action menaçant la souveraineté ou la sécurité nationale franchirait une ligne rouge. Ce n'était pas un avertissement, mais une promesse. La ligne rouge se réaliserait, mais seulement quelques années plus tard. Actuellement, le gouvernement de Hong Kong cherche juste à se venger. Le mouvement des parapluies a coûté environ 52 milliards de dollars. Étrangement, une partie de cette perte était une bonne nouvelle. Les triades de Mongkok ont perdu 40% de leurs revenus. Dommage, le tourisme a augmenté de 5%. Les manifestations pour la démocratie sont propices aux photos. Les entreprises ont aussi été impactées. Les tramways ont perdu 23 millions de passagers en octobre, et les ventes du centre commercial Pacific Place ont chuté. Il fallait un bouc émissaire, Martin Lee l'a été un moment. Puis tout le monde a recommencé à faire semblant que cela avait résolu quelque chose. Alex Chow a passé du temps en prison, purgeant une peine de 7 mois en 2017, elle a ensuite été annulée. Chen Kinman, cofondateur d'Occupy Central, est désormais une cible majeure des hackers du continent. Il a passé tellement de temps à vérifier sa chambre pour détecter des micros qu'on aurait dit un film d'espionnage de la guerre froide. En 2019, il a été arrêté et a passé 11 mois en prison. Benny Tai, son collègue, a été puni par l'ironie. Des manifestants se sont rassemblés chez lui. Ensuite, il a été condamné à 16 mois de prison. Pour couronner le tout, Joshua Wong n'a pas été épargné non plus. 6 jours de prison en 2018, un autre mois en 2019. La liberté à Hong Kong était devenue une porte tournante. 2019 a été l'année où Hong Kong a vraiment mal tourné. Le mouvement des parapluies ressemblait à une répétition générale comparée à ce qui allait arriver ensuite. L'autoritarisme chinois s'était accentué. Hong Kong ne débattait plus à l'école ou sur le choix du chef de l'exécutif. Ça, c'était de l'histoire ancienne. Avec Xi qui consolidait son pouvoir, les Hongkongais ne se battaient plus pour des réformes, ils se battaient pour leur identité, pour le droit d'être encore Hong Kong tout simplement. Le 30 août, la police a arrêté Agnès Chao pour avoir participé à un rassemblement non autorisé devant le siège de la police. Ce jour-là, elle était parmi les centaines à scander « Voyous de la police, honte à vous ». Honnêtement, ce genre de slogan vieillit souvent mal, surtout sous un régime autoritaire. Ces arrestations s'inscrivaient dans une purge plus large, dernier volet d'une répression continue. Ironiquement, tous ces troubles avaient débuté avec de bonnes intentions. Punir un meurtrier. Le 17 février 2018, Pony Ying, une femme enceinte de 20 ans de Hong Kong, a été retrouvée assassinée dans sa chambre d'hôtel à Taipei. Chan Tong-kai, son petit ami, a avoué. L'affaire semblait simple, non ?
Sauf que ce n'était pas le cas. Il a écopé de 20 mois de prison pour blanchiment d'argent. Hong Kong ne pouvait pas l'inculper pour meurtre, n'étant pas la bonne juridiction. Taïwan a expliqué à Hong Kong ce qui s'était passé. Hong Kong l'a arrêté, mais leur justice a échoué. Aucun traité d'extradition, aucune faille juridique. Hong Kong ne pouvait pas en signer. Comme Pékin insiste sur le fait que Taïwan n'existe pas, Hong Kong pourrait frapper. Des accords commerciaux, oui, mais pas judiciaires, car même un meurtre doit suivre la bureaucratie chinoise. Les querelles politiques et juridiques ont duré pendant toute la peine de prison de Chan Tong-kai jusqu'à sa libération. Il a supplié le pardon non seulement à la famille de Poon Huing, mais aussi à tout Hong Kong pour les troubles que son crime avait causés. Le crime de Chan Tong-kai a horrifié Hong Kong et inspiré une bureaucratie digne d'un gouvernement croyant que la justice dépend du nombre de mots. En février 2019, alors que Chen était encore en prison, Hong Kong a proposé une nouvelle loi. Une loi avec un nom ridiculement long. Le projet de loi de 2019 sur l'amendement de la législation concernant les délinquants fugitifs et l'entraide judiciaire pénale, aussi appelé le fameux projet de loi sur l'extradition. Sur le papier, cela semble raisonnable que le chef de l'exécutif puisse envoyer des fugitifs dans des endroits avec lesquels Hong Kong n'avait pas de traité d'extradition formel. Mais il y avait un piège, bien sûr, il y en avait un. Pour la première fois, des suspects pouvaient être extradés vers la Chine continentale, le seul endroit où personne à Hong Kong n'avait jamais voulu ni fait confiance pour y envoyer qui que ce soit. Les hauts responsables de Pékin adoraient le projet de loi, mais pas les Hongkongais. Les groupes d'opposition ont averti que cela plongerait la ville dans le système judiciaire continental, où un procès équitable n'a guère de sens. On vous dira plus tard ce que vous avez avoué. Un pays, deux systèmes, était sur le point de devenir un pays, un problème, et puis le bruit a commencé. Le 31 mars, 12 000 personnes ont manifesté contre ce qu'elles appelaient la loi du mal. Joshua Wong était là aussi. Apparemment, il est allergique au week-end tranquille. C'était comme une boule de neige. Les manifestations ne cessaient de prendre de l'ampleur. 130 000 personnes ont défilé le 28 avril, la plus grande manifestation depuis les parapluies. Au 9 juin, la police comptait 270 000 personnes, tandis que les organisateurs évoquaient plus d'1 million. Quand vos estimations de foule diffèrent de 3-0, vous savez que c'est du sérieux. 3 jours après, les manifestations ont dégénéré en affrontement général. Le parc Tomorrow est devenu un champ de bataille. La circulation s'est stoppée. Des gaz lacrymogènes ont envahi l'air, même près des tentes de secours. Rien ne crie sécurité publique, comme gazer des secouristes. Le gouvernement a qualifié cela d'émeute. Tout le monde d'autre a appelé ça un mardi. En 2019, les manifestants avaient même un tout nouveau slogan. 5 revendications, pas une de moins. Et ces revendications, les manifestants les ont énoncées. 1. Retirer le projet de loi d'extradition. 2. Arrêter de les traiter d'émeutiers. 3. Libérer les personnes arrêtées. 4. Enquêter réellement sur la police. Et 5. Carrie Lam démissionne. Et vous savez, la démocratie signifie de vraies élections. Des choses raisonnables, sauf si vous êtes le gouvernement chinois. Ici, cette liste fait penser à un manifeste terroriste. Devinez combien ont été exaucés. Une seule. Le 15 juin, Carrie Lam a suspendu le projet de loi sur l'extradition. Pour ceux qui ne parlent pas le langage politique, cela veut dire mise en pause, jusqu'à ce que vous l'oubliez. Les Hongkongais n'y ont pas cru. Le lendemain, 2 millions de personnes ont manifesté dans une ville de 7 millions d'habitants. Ce n'est pas une manifestation, c'est déposer une plainte en personne. Le 1er juillet, un demi-million de personnes ont envahi les rues lors de la plus grande marche de l'histoire de Hong Kong. Les manifestants sont entrés au Parlement. Ils ont enlevé des portraits et couvert les murs de graffiti, laissant parler leur côté Banksy. La démocratie a peut-être été interdite, mais Hong Kong a eu un relooking. Le mouvement a continué. Le 4 septembre, Carrie Lam a cédé et le gouvernement de Hong Kong a retiré le projet de loi d'extradition. Cela il a été officiellement confirmé le 23 octobre, le même jour où Chan Tong-kai, le meurtrier était à l'origine de toute cette affaire, a été libéré. Mais Hong Kong n'est pas un conte de fées. Il n'y a pas eu de fin heureuse, seulement une suite que personne ne voulait. Carrie Lam a refusé de répondre aux autres revendications des manifestants. À la place, elle a proposé autre chose. C'est un argument de vente peu conventionnel, surtout quand les clients mettent le feu à des choses. La réaction a été immédiate. Les manifestants l'ont piégé dans un stade pendant des heures, lors de son dialogue ouvert. 3 semaines plus tard, les législateurs l'ont hué lors de son propre discours politique.
Rien de tel qu'être populaire, alors elle a agi comme tout dirigeant paniqué. Elle a ressorti des pouvoirs d'urgence datant de l'époque coloniale. Rien ne dit modernité comme ressusciter une loi impériale, sa grande solution, une loi anti-masque. Les amateurs d'Halloween partout étaient dévastés. C'était une décision qui semblait typique de 2019. Les autorités ont voulu étouffer le mouvement en empêchant Joshua Wong de participer aux élections. À ce stade, ce n'était qu'un jeu politique, une arrestation, 3 nouveaux leaders. À la fin du mois d'octobre, Hong Kong a reçu des données économiques, et c'était terrifiant. La première récession de la ville en 10 ans. Quelques jours plus tard, un législateur pro-Pékin a été poignardé dans la rue. Une semaine après, l'étudiant Chao Chulok est décédé en chutant lors d'une dispersion policière. Mi-novembre, le mouvement a atteint son apogée. Les scènes ressemblèrent à quelque chose tout droit sorti d'une chronique médiévale. Vous savez, si l'Europe médiévale avait eu des gaz lacrymogènes et des pointeurs laser, ce qui, pour être honnête, semble plutôt épique. Les étudiants ont lancé une grève générale. Ensuite, ils sont passés de 0 à 100, donc ils ont construit des catapultes, de vraies catapultes. Pas de rapport confirmé de trébucher, mais des débris ont été lancés sur les voies ferrées et autoroutes. Des herses ont bloqué les routes. Ils ont fabriqué des arcs et des javelots, rendant ce cosplay de Game of Thrones d'une authenticité inégalée. Comment les autorités ont-elles réagi ? Elles ont invité tout le monde à prendre le thé et à discuter. Non ! Ils ont cherché le mot « excès » dans le dictionnaire, et se sont dit que ça avait l'air bien. La police a lancé assez de gaz lacrymogène pour étouffer l'horizon, des balles en caoutchouc, des projectiles à sac de haricots, des grenades en mousse. Ce n'était pas une manifestation, c'était une zone de guerre, et ce n'était toujours pas fini. Les étudiants ont établi un nouveau champ de bataille à l'université polytechnique de Hong Kong. La police a encerclé le campus. Au lieu d'envahir, ils ont choisi la méthode classique. Assiéger le campus, utiliser encore plus de gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc. Bien sûr, c'était comme l'opéra. Tu reçois une commotion cérébrale, toi aussi. Et toi, c'est un séjour prolongé en soins intensifs. Même les médecins ont été détenus pour avoir essayé de soigner les blessés. Le droit international n'en a jamais entendu parler. Les hôpitaux étaient remplis de manifestants. 1100 ont été arrêtés. C'était la première grande victoire du gouvernement. Si on considère gazer des adolescents comme une victoire, les manifestants, comme partout, ont réagi. Le jour de l'an 2020, des dizaines de milliers de personnes ont défilé, rejoints par la police. Le gaz lacrymogène aussi. La fête à Hong Kong a mêlé cotillons, panique et gaz poivre. Puis Pékin a reçu la bénédiction d'un virus. Covid-19. Tu l'avais oublié, non ? Le parti communiste l'a qualifié de malédiction à Wuhan. À Hong Kong, c'était pratiquement divin. Dieu agit de façon mystérieuse et apparemment, il a aussi un petit boulot en épidémiologie. Les affaires en Chine s'étaient complètement arrêtées. Hong Kong a eu son premier cas de Covid le 22. La panique a remplacé les manifestations. Le gouvernement a limité les rassemblements à 4 personnes. La manifestation la moins efficace de tous les temps. C'était parfait. Un virus fit ce que les gaz lacrymogènes n'avaient pas réussi. Le monde distrait. La guerre du papier toilette commença. Et c'est à ce moment-là que Xi a fait son mouvement, cette ligne rouge dont il avait parlé. Essayer le mur rouge. Pékin a réintroduit la loi anti-subversion de 2003 maintenant, avec 50% d'autoritarisme en plus. Pékin a ignoré le législatif de Hong Kong et a directement adopté la loi sur la sauvegarde de la sécurité nationale dans la région administrative spéciale de Hong Kong. Un titre accrocheur qui coule tout seul, et en prime un mandat d'arrêt obligatoire. Les crimes habituels ont été interdits, vous savez. Subversion, terrorisme. Dire des choses à voix haute. Un nouveau bureau de sécurité est apparu. Des juges spéciaux et un chef de l'exécutif dont la description de poste exige d'être patriote. Obéissant, souriant et bien dressé. Des groupes pro-démocratie comme le Front civil des droits de l'homme ont été dissous. Les marches du 1er juillet ont été interdites. 47 militants arrêtés. Joshua Wong a écopé de 4 ans pour subversion. Pour nous, cela signifie avoir des opinions. Martin Lee, le père de la démocratie hongkongaise, Martin Lee, a encore été arrêté. Il collectionnait les peines de prison comme des cartes Pokémon. 7 fois 11 mois pour avoir manifesté. Peine qui a ensuite été suspendue. Il a perdu son titre et arrêté les interviews. Il y a un problème dans votre système quand l'inventeur de la démocratie de votre ville ne peut même plus en parler. La loi s'appliquait aussi hors de Chine. Des étrangers risquaient 10 ans de prison pour avoir aidé des terroristes. Regarder cette vidéo pourrait donc être illégal.
Félicitations, vous êtes un ennemi de l'État. La Grande-Bretagne est intervenue, sans autre option. Toute personne née à Hong Kong avant 1997 pouvait vivre et travailler 5 ans au Royaume-Uni. Ensuite, il pouvait demander la citoyenneté. Près de 145 000 personnes ont accepté l'offre. Qui ne préférerait pas la pluie au gaz lacrymogène, hein? Londres a affirmé que c'était le minimum à faire, ce qui se confirme historiquement pour les Hongkongais n'ayant pu partir. L'avenir est sombre, Carrie Lam, l'ennemi public numéro 1, est parti. Son successeur, John Lee, est si loyal envers Pékin qu'il doit sentir le cuir des bottes, qu'il cire jour et nuit. Il était le seul patriote que la Chine a approuvé pour se présenter en 2022. Techniquement, c'est une élection, si vous ne savez pas ce qu'est une élection. Maintenant, le gouvernement a un nouvel ennemi, la résistance douce, affirme Lee. C'est réel, et c'est partout, tapis dans l'ombre, ce qui ressemble moins à une politique qu'à un film d'horreur. Où se cache-t-elle ? Dans les salons du livre indépendant, les livres pour enfants, où les policiers sont des loups. Et d'une manière ou d'une autre, les listes de donneurs d'organes font que préférer garder son foie à l'intérieur de son corps devient un acte de résistance. Mais tout le monde n'est pas aussi heureux. Les entreprises se plaignent. L'autoritarisme du au bilan comptable. Hong Kong n'apparaît plus dans l'indice de liberté économique de la Heritage Foundation, étant désormais inclus dans la Chine, classé 157e. En 2023, il reste une marge de progression. Oui, Pékin insiste sur le fait qu'il s'agit de sécurité et de mettre fin à l'humiliation coloniale. Londres parle de valeurs. C'est ironique pour un pays qui possédait des humains. John Walden, un ancien fonctionnaire britannique, l'a bien résumé. Nous avons, au final, remis un peuple libre à un régime communiste despotique. La Grande-Bretagne a autrefois gouverné ce peuple libre comme sujets coloniaux. L'histoire de Hong Kong continue. Nouveau départ, autre empire, même scénario. Merci de votre présence aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour voir d'autres vidéos similaires, abonnez-vous et activez les notifications. Merci encore. À la prochaine sur ma PAC, ça change vraiment tout.